Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test qui va présenter donc le Meizu Pro 7 qui a la particularité d'avoir un écran secondaire qui permet de mettre des gifs, etc. Donc le Meizu Pro 7, voilà, c'est surtout ça qui change par rapport aux autres smartphones, aux autres Meizu, mais aussi l'apport du double capteur qui était jusqu'à présent pas encore présent justement chez Meizu. Ce qui fait que c'est là juste le Meizu Pro 7 avec le Helio P25. Vous avez la même chose avec le Pro 7 Plus, avec la seule enfin, il y a deux différences, du 5.7 pouces en Quad HD et le Helio X30 qui malheureusement a fait un gros bid au-delà des autres. Les autres marques n'en veulent pas, donc c'est un peu compliqué. Donc ce qui fait que on se retrouve ici sur la version la moins chère à 450 €, qui donc a la particularité d'embarquer un DAC dédié, un Cirrus Logic, un CS40. Alors, 431, 43130, 4330, 43130, comme vous voulez, et donc qui est l'une des meilleures puces du marché, donc qui donne les meilleurs sons du marché. Donc clairement, déjà, si vous cherchez un smartphone audiophile, déjà ça va être plus du côté de Meizu qu'il va falloir aller, mais après, que vaut Meizu sur le reste? Parce qu'on sait que jusqu'à maintenant, il y a toujours eu quelques lacunes sur certains points, que ce soit notamment l'optimisation avec Flyme 5 qui a changé avec Flyme 6, l'autonomie aussi qui a été drastiquement en baisse avec l'arrivée de Flyme 6 sur plusieurs smartphones, et puis le fait qu'il n'y ait pas les Google applications. Alors d'ailleurs au départ à la sortie du smartphone elles y étaient pas, il y a une mise à jour qui est sortie entre temps donc pendant mon test, ce qui me permet pour le coup d'être un peu différent des autres tests, donc ça c'est plutôt cool, c'est que justement il n'y a plus besoin d'aller chercher donc les Google Apps soit sur internet soit sur leur store Meizu, puisque maintenant ils sont inclus dès le départ. À l'heure actuelle, je ne sais pas, je pense que je le mettrai, lorsque je le remettrai à 0, je mettrai si on a le début justement. Je suis en train de vérifier un truc. Si on a le début justement du démarrage Android. Alors vous pouvez voir d'ailleurs, on a le compteur de pas qui n'est pas très précis, puisque si je fais ça, est-ce qu'il va le compter? Alors il a réussi à le compter. Là on est à 177. Ça fait très bizarre parce que j'ai l'impression que... Voilà, donc là il a compté 191 pas. Donc ce qui fait que juste en faisant ça, on fait des pas. Si vous voulez tricher, c'est le bon moyen, mais par défaut, il intègre un compteur de pas. Vous avez la météo, tout ça, donc ça peut être intéressant. Après, il y a d'autres choses, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est un smartphone qui est assez compact, 5.2 pouces, avec le Helio P25, les 64 Go de mémoire. Je regrette toujours d'ailleurs la micro SD avant même d'en parler. On est sur un smartphone audiophile, Meizu. Ceux qui veulent utiliser du FLAC, ceux qui ont une base d'une très grosse bibliothèque, ils font comment? Parce que quand t'es quelqu'un comme moi qui est très nomade et qui n'écoute la musique que via son téléphone, c'est un peu dommage quoi. C'est-à-dire t'as une carte SD qui est là, elle pourrit toute seule. C'est-à-dire je sais même plus dans quel smartphone le mettre tellement les smartphones sur lesquels j'utilise, voilà quoi. Mais bon, ce qui fait que bon ça c'est le truc toujours dommage. En tout cas c'est un smartphone qui est intéressant, on va le voir tout de suite dans le test. Donc sur la face avant, on se retrouve quelque chose de typique du côté de Meizu, c'est-à-dire une face avant assez simpliste on va dire, avec juste donc le lecteur d'empreintes en bas qui sert à plusieurs fonctions. Donc au niveau de l'encombrement, on est sur quelque chose qui n'est pas borderless, donc niveau design, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Ça reste très correct sans plus, sans être incroyable, on n'est pas OS 8, etc. Ensuite, donc nous avons, donc pour commencer avec la façade, le capteur d'empreinte, je l'ai dit. Vous avez ici l'appareil photo 16 mégapixels. Ici, vous avez l'haut-parleur avec ici. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom. Hop. Et on peut voir qu'on a aussi en fait, c'est là où on va voir la LED de notification. Donc ici, donc c'est assez discret. Ça fait un peu à la manière de Honor, donc un plus discret et mieux intégré. Ensuite, donc, vous avez sur le côté gauche, vous avez strictement rien. En fait, on a juste la port SIM. Alors qu'on peut voir d'ailleurs, il est assez discret. Il est un petit peu bas par rapport à l'appareil. Hop. Alors ça qui est bien avec les smartphones noirs, c'est que pour montrer des choses, c'est compliqué. Mais en gros, vous l'avez ici. Sur le dos, vous avez Meizu qui est gravé ici. Donc il y a vraiment, je sais pas si ça va se voir dans la vidéo, mais on voit vraiment que c'est gravé, que c'est un petit peu à l'intérieur, donc c'est pas juste posé, c'est vraiment gravé. Et qui va dans la même lignée que donc l'écran qui est donc comme ceci, donc à la verticale du smartphone avec quelques petites inscriptions discrètes. Bon, malheureusement, le smartphone n'est pas parfait, il a pris quelques coups, je sais pas ce qu'il a eu juste avant moi, mais malheureusement il a été un peu abîmé à la réception. Donc voilà, après donc vous avez cet écran avec alors l'intégration de l'écran ici de 2 pouces avec le double capteur photo et le flash à gauche. Ça fait très bizarre, mais en fait on s'y habitue très vite et ce côté différent m'a pas choqué plus que ça en fait.
C'est assez étonnant, mais ça m'a pas choqué plus que ça, même sur la version rouge que j'avais pu prendre en main lors de la soirée. Vous avez ensuite ici donc le bouton power et le bouton volume, comme d'habitude. Au-dessus, vous avez le micro secondaire. En dessous, vous avez le haut-parleur, le port USB-C avec les deux vis pour démonter, le micro primaire et la jack. La jack, c'est la célèbre jack, la défunte jack, puisqu'elle est en train de crever, là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous avez les antennes aussi qui sont très discrètes. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, en fait, elles sont juste au bord ici. Vraiment juste au bord, comme ceci. Et elles finissent ici. Mais c'est vraiment juste au bord, en fait, sur le point. C'est vraiment sur la tranche qu'elle est mise. Donc c'est extrêmement discret, surtout sur cette version-là. En noir, elle se voit quasiment pas. Là, on la devine surtout en vidéo. On la devine aussi dans la réalité parce qu'il y a une petite arête, ça s'arrête ici, mais sinon ça ne se voit pas. Donc c'est extrêmement discret. Donc là-dessus, voilà, tout est bon. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, c'est vraiment l'écran qui fait toute la personnalité de ce téléphone. Et ce qui est bien, c'est que dans un monde aujourd'hui, tous les smartphones se ressemblent, mais ils ont décidé de faire un peu pas comme tout le monde, et pour le coup, vraiment pas comme tout le monde. On avait les écrans qui étaient les écrans e-ink qui étaient sur certains smartphones, par exemple les Yotaphone. Là, Meizu va un peu plus loin en intégrant un écran AMOLED qui permet en plus on a la notification, c'est parfait, ça permet de montrer justement que quand on reçoit une notification, ça le montre ici. Donc ça c'est assez cool. Bon, ça, je sais pas si j'aurai sur la partie software, mais ça permet de le montrer pour ceux qui se posent la question. Mais ça fait en tout cas assez bizarre. On a aussi l'appareil photo qui ne ressort quasiment pas. Il y a juste une toute petite partie ici, donc, comme on peut le voir. Voilà, c'est un smartphone qui, je le trouve très joli, c'est très particulier cet écran, mais on s'y habitue très vite. Par contre, après, je reparlerai sur la surcouche, elle n'est pas forcément très très utile. Là, on peut voir, j'ai mis un petit truc, après j'en ai mis plusieurs, donc en plus de ça, ça peut habiller, ça peut décorer un peu le téléphone quand il est comme ça. Donc normalement, vous avez ça. Vous pouvez avoir aussi l'heure, donc qui va me permettre d'avoir l'heure directement à l'écran quand vous avez le côté retourné, ce qui est assez simple et assez sympa. Donc voilà, c'est surtout ça qui fait la différence au niveau du smartphone. C'est très particulier, mais je trouve ça efficace et assez sympa. D'ailleurs, le Meizu aussi qui va dans la verticale aide beaucoup, en fait, je trouve, à ce design qui, je pense que s'il était aligné comme ça aurait fait défaut. Le fait que ce soit dans la même dans cette partie-là aide à l'intégration du design de l'écran avec ce côté où c'est justement uniforme de ce point de vue-là. Voilà, après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Après, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. C'est assez basique en termes de... Globalement, c'est surtout cet écran-là qui fait le côté particulier. Sur la prise en main, ce qui est bien, c'est qu'il est assez léger. Il se prend bien en main puisque c'est du 5.2 pouces. En termes de largeur, ça reste assez bien optimisé. Donc là-dessus, pas de souci. C'est surtout en termes de hauteur, forcément. Comme il n'est pas optimisé en termes d'espace, comme ce n'est pas du borderless, comme ce n'est pas du 18/9e, eh bien, on a encore ces tranches haut et bas qui sont assez grandes. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur Flyme 6 avec Android 7.0, donc une surcouche Flyme qui est assez connue pour ceux qui s'intéressent un peu aux chinois. Donc ici on est sur la version, pour être précis, ici on est sur la version 6.1.3.2G. Donc voilà un petit peu pour ceci. Alors cette version-là d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle ajoute de particulier? Elle ajoute les Google applications qui ont été ajoutées sur cette version. Je pense avec la demande qui est assez récurrente des gens là-dessus. Donc ils ont décidé enfin de les intégrer et j'ai dû les désinstaller, je pense. Parce que vous avez normalement Google Play Film, Google Play Music, Google Play Livre et normalement toute la suite, donc Drive, Maps, etc. Qui pour moi étaient un petit peu présentes pour la plupart. Mais maintenant elles sont présentes. La seule chose que je ne sais pas à l'heure actuelle, c'est si au premier démarrage, ça nous propose un premier démarrage Android. Je ne suis pas sûr, ce sera toujours un premier démarrage Flyme. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus allé chercher cette application-là sur le store, le Google Installer. On les a directement en faisant la mise à jour, ce qui est plutôt cool. Au niveau en soi de l'appareil, au niveau de la surcouche, on est sur quelque chose de très léger. Alors, ce qui est toujours bien, pour ceux qui ne connaissent toujours pas la surcouche Flyme, c'est que pour le multitâche, ça va être comme ça. Alors, ça fait très iOS par contre. Alors, hop, je vais baisser un peu la luminosité pour que vous voyez bien. Ça fait très iOS pour cette partie-là. Vous pouvez vider la RAM comme ceci, bien évidemment. Et vous avez en fait la touche retour qui va servir. Donc, si je vais, hop, ici. Hop, on va aller là. Donc, la touche retour, un effleurement, et ça permet de faire retour. Et un clic, ça permet de faire la touche home. Et un clic long, ça permet de l'éteindre. Pour le lecteur d'empreintes,
Tout simplement, vous restez appuyé, c'est un clic et vous restez appuyé, ça va le déverrouiller, c'est assez rapide comme vous pouvez voir. En termes d'application, on est sur quelque chose qui reste assez léger. Donc, vous avez le gestionnaire de fichiers ici, qui permet donc soit d'ajouter les dossiers fréquents, vous avez le stockage, vous avez tous les fichiers bureau coffre-fort, ou tout ce qui est alors récent, par exemple ici. Vous avez tout ce qui est musique, etc. Tout est allez rechercher. Vous avez l'appareil photo, on en reparlera bien sûr dans la partie photo. D'ailleurs, il y a une petite évolution. Vous avez, hop, alors les messages donc ici, qui se sont, il me semble, apparemment améliorés. Donc, voilà, on va faire comme ça. Donc voilà un petit peu pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble. Voilà un petit peu. D'ailleurs, ça a été amélioré puisqu'avant on avait le choix entre messages et je sais plus quoi, et ce qui fait que maintenant ça s'est simplifié. Donc il y a vraiment une réelle amélioration de ce point de vue-là. Vous avez le navigateur qui est le navigateur Opera qui est remis à la sauce Meizu, mais sinon c'est du Opera à savoir. Donc en plus de ça, vous avez tout ce qui est news, etc. Donc pour ceux que ça peut intéresser. Vous avez bien évidemment tout ce qui est site bureau qui est un mode d'image, donc ça pour l'économie de données. J'y arrivais, mode nuit, incognito, marque-page, boîte à outils, etc. Vous avez pas mal de petites choses. C'est un navigateur qui fonctionne plutôt bien, j'ai pas eu trop à me plaindre dessus. Le téléphone, puis ici, donc vous pouvez voir. Vous avez la musique. Alors donc ici avec les listes de lecture locales, donc là vous pouvez voir toutes les musiques. Vous avez artistes, albums et dossiers. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le météo, donc qui permet de dire quelle météo il fait. C'est incroyable. Vous avez boîte à outils qui est assez complet puisqu'il va pouvoir gérer lampe de poche, miroir, boussole, hop, niveau. On a même la règle. Ce qui est sympa, c'est que la règle est vraiment adaptée, donc elle permet de dire combien de centimètres ça fait. Donc ça, c'est assez cool pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous avez la loupe, vous avez le niveau aussi pour savoir si. Hop. Et vous avez alors tout ce qui est aléatoire. Donc si vous voulez les dés, etc., ce genre de choses, vous avez déjà ça. Frapper de la monnaie, donc là c'est savoir si c'est pile ou face. Voilà. Et décibels, donc savoir, donc là par exemple je parle à 60, 85, 80 décibels. Donc ce qui fait que voilà, en plus de ça, ce qui est bien c'est qu'il est calibré par rapport aux applications du store où là c'est pas calibré. Donc là au moins vous savez à peu près à combien vous êtes si jamais vous avez besoin de savoir à combien vous êtes de décibels dans l'ambiance. Ensuite vous avez la calculatrice, les mises à jour, enregistreur, télécharger, outils de migration. Donc pour ceux qui voudraient changer d'un téléphone vers l'autre, vous avez ce système là. Ici, vous avez Touchpad aussi qui est mis par défaut, que je n'aime pas trop malheureusement, c'est devenu un peu n'importe quoi. Ici c'est tout ce qui est Google, donc ça j'ai, donc forcément il y a Chrome. Après vous avez Galerie. Galerie ici, donc soit par album, soit photo, donc dans l'ensemble. Vous pouvez en masquer, vous carte des photos. Donc savoir où ça a été pris. Bon, voilà. Donc voilà un petit peu, donc ça fait par date. Vous avez les thèmes aussi, si vous voulez changer de thème. Donc ça peut être toujours intéressant. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Après, j'ai pas forcément trouvé beaucoup de thèmes intéressants dessus. À voir si ça s'améliore. Compte Flyme, donc après, bon, ça c'est synchronisation des données ou recherche de téléphone. Ça peut toujours être intéressant. Vous avez le store de Meizu. Là-dessus, vous avez aussi des choses qui peuvent être particulières ou pas forcément visibles sur le store qui sont visibles là, mais globalement ce sera pas forcément intéressant. Ce qui est bien, c'est que si vous voulez vous passer du Play Store, vous pouvez grâce donc à cette application. Calendrier et horloge, donc le côté classique. Vous avez sécurité pour terminer, donc là qui va permettre de gérer le nettoyage des fichiers, donc tout ce qui est cache, tout ce qui est RAM, etc. Au niveau des données, de pouvoir mettre une limite, pouvoir gérer ce qui est accès ou pas, et même normalement, non ce sera pas ici, mais vous pouvez gérer toute cette partie-là. Liste de blocage, donc si vous voulez bloquer des messages, enfin en tout cas des numéros, les autorisations. Donc ça peut être bien, notamment les autorisations, ça peut être utile pour différentes choses. Donc vous avez tout ce qui est donc notification d'application. Donc ça, ce qui est bien, alors prévient, ça dans le sens, en fait, ça va prévenir, en fait, vous aurez un message là qui va dire, voilà, on vous a parlé, et vous pouvez le faire en fait pour tout. C'est-à-dire que si vous envoyez par exemple dans Twitter un message, ça va reprendre la notification qu'il y a ici, pour dire, voilà, c'est en cours d'envoi. Donc le mieux, c'est quand même de laisser juste Messenger, c'est le seul intérêt qu'il a. Sinon, le reste, vous en aurez pas besoin. Fonctionner en arrière-plan, ça, je vous conseille d'y toucher. Très sérieusement. Parce que, par exemple, ici,
sur tout ce qui est application. Alors, avec la mise à jour, je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais les applications qui ont tendance à tourner en arrière-plan et qui sont un peu plus européennes ou occidentales auront tendance à ne pas avoir de notification. Donc n'hésitez pas à aller ici et autoriser, parce que si vous êtes en intelligent, il risque de les mettre en... de les geler en fait et vous n'aurez pas de notification. Donc autorisation d'application, donc là plus globalement gérer les autorisations. Et l'installation via USB d'application. Donc là, vous pouvez gérer aussi ça. Vous avez l'antivirus qui est présent, bon, qui n'a pas d'intérêt. Vous avez la batterie ici, qui d'ailleurs s'est améliorée, puisque là, donc, on peut gérer la même mode faible consommation, mode super économie d'énergie. Donc là, on va pouvoir gérer donc avec quelques applications. Je ne sais pas combien on peut en mettre. Voilà, 2 applications maximum. Ici, vous aurez un écran noir et blanc pour justement économiser à mort les données. Ce qui est bien, c'est qu'on a une amélioration aussi, ça reprend un peu plus le côté Google, avec l'écran qui se met bien, avec le voilà, depuis la dernière dernière charge à combien il y a de minutes d'écran. Donc pour ceux qui veulent connaître l'autonomie ou savoir ce qu'ils consomment, c'est beaucoup plus précis qu'avant, hein, au lieu d'avoir les 3, 6, 12, 24 heures qui n'avaient absolument aucun intérêt. Voilà un petit peu. Ah oui, il y a une dernière chose, c'est qu'en plus de ça, on peut scanner un QR code. Donc en plus de ça, apparemment, ils font attention, voir si au cas où ça peut être donc dangereux. Donc par exemple, j'en ai ici, Google, hop, je fais ça. Et voilà, il l'a trouvé. Donc site web sécurisé, donc il le prévient bien. Et donc Vaping Tour, donc là je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais voilà un petit peu pour cela. Dans les options maintenant, donc vous avez vu aussi, donc on peut faire comme ceci. Donc maintenant c'est un peu comme ce que propose Android, sauf que Meizu le fait depuis longtemps. Vous avez ici le MP3, vous avez ici, vous pouvez bien sûr aussi, ça va être regroupé en applications. Donc toutes les notifs en garde vont être les mêmes et pourraient développer. La gestion de la SIM, des SIM, puisque les dual SIM, dual nano SIM d'ailleurs. Ici, donc vous avez la partage, etc. Vous n'avez pas grand-chose de très intéressant. Notification barre d'état. Donc ici, vous pouvez afficher les notifications, le contenu, réveil sur notification, accès à notification, vitesse actuelle du réseau, barre d'état immersive et pourcentage de batterie. Son et vibration, donc là tout ce qui est classique. Vous pouvez refaire retour au bouton d'accueil, donc vous pouvez gérer la vibration par rapport à ça. Et son et vibration système, donc voilà, tout ça par rapport à ça. Donc ça, le classique. Vous avez ne pas perturber, la chose classique aussi maintenant. Icône Flyme ou icône classique, style des avatars Flyme, vous avez les fonds d'écran donc on peut retrouver ici. L'écran secondaire, chose importante, c'est que justement donc là on peut gérer tout ce qui va être affiché ou non. Donc on peut, avec un double tap, on peut le sortir. On peut gérer l'arrêt automatique de l'écran et l'appareil photo sur écran secondaire, que je vais pouvoir montrer juste après, justement, pour aller jusqu'au bout. Et ici, on va pouvoir gérer, en fait, ce qui est... voilà. Donc, par exemple, si je veux en supprimer un, j'en supprime un. Et si je veux afficher de nouvelles choses, alors à savoir que, par exemple, j'ai la carte de visite qui peut s'afficher. Donc qui va permettre de... voilà, de mettre, voilà, donc mon numéro de téléphone, mon entreprise en 4 lettres, ça c'est un peu court par contre, et un QR code par exemple pour pouvoir le scanner. Donc c'est un peu le principe, donc ça c'est cool, assez cool. Et vous avez divers fonds d'écran. Alors après, est-ce qu'il y en a d'autres pour l'instant? Non. En tout cas, c'est pas accessible ici. À voir plus tard si ce sera accessible. Au niveau de la gestion des notifications, comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie précédente design, on l'a vu justement que il montrait pour Facebook, voilà, on reçoit une notification Facebook, on reçoit une notification Telegram, etc., etc. Donc c'est ça commence parce qu'au départ on avait juste écrit notification et il n'y avait rien d'autre. Avec la dernière mise à jour, ils ont mis par rapport à quelle application on avait une notification. Peut-être que bientôt on aura le contenu aussi, ce qui pourrait être intéressant. À voir comment ça va s'améliorer. On a un mode facile, donc ici voilà, si vous voulez quelque chose de simple. L'affichage et luminosité. On a même un truc pour yeux doux, donc si jamais voilà, vous voulez avoir moins mal aux yeux ou quand vous arrivez le soir. On peut gérer le système d'affichage, donc dynamique pour avoir quelque chose de très saturé et standard pour quelque chose de neutre. Température de couleur que vous pouvez toujours gérer, hop ici, comme vous voulez, voilà. Donc classique. Rotation automatique, ok. Ensuite, l'empreinte digitale, donc là on peut les gérer ici. Coffre-fort, verrouillage d'application, mode de confidentialité, mode invité. Ensuite, donc on a le compte Meizu qu'on a vu tout à l'heure. Autre compte, service de localisation, donc ça ok. Stockage et sauvegarde, ok. Voilà. Après on a accessibilité qui permet de gérer des trucs qu'on voit pas forcément d'accessibilité. Donc on peut ouvrir le gestionnaire de tâches.
Donc, disposition de la carte, on peut en horizontal ou en vertical. Ah, alors ça, par contre, je découvre. Alors ça, c'est l'ancien. Donc, dans Flyme 5, c'était comme ça. Donc là, on va pouvoir choisir si on préfère donc à la verticale ou horizontale au niveau du gestionnaire, ce qui est assez cool. Activation par geste. Donc là, vous pouvez faire des gestes ici pour activer, voilà, tout simplement les gestes. La touche intelligente qui va permettre de gérer une petite touche pour faire des actions. On a un mode enfant qui est présent. On a un mode jeu aussi qui est assez intéressant. Je le montrerai lors de la partie jeu qui peut être assez cool. Donc ça va permettre d'améliorer au niveau du jeu, la gestion des notifications, désactiver les touches, etc. On a le mode classique. Donc là, c'est la présentation que vous voulez. Donc classique ou standard. Donc avec différentes façons de présenter les choses tout simplement. Donc standard, classique, etc. Appuyez 2 fois sur la touche accueil, donc ça va permettre par exemple d'ouvrir l'appareil photo ou lire la musique sur l'écran de verrouillage. On peut montrer la barre de navigation, donc ça en fait c'est dû justement à l'ajout des applications Google. La contrainte c'est d'avoir ici par défaut donc ça d'activer en fait les soft keys en fait que vous pouvez désactiver en fait ici pour pouvoir gérer en fait avec le bouton que je trouve toujours plus pratique et ça permet de prendre l'écran au mieux des 5.2 pouces et pas avoir du 5 pouces dans 5.2. Couverture intelligente si vous mettez un clapet, ensuite marche arrêt programmé et on a encore un autre accessibilité, ça c'est un petit peu plus dommage. On peut gérer l'étalonnage du capteur de proximité et d'accélération et gyroscope. Vous avez l'option développeur que j'ai mis et vous avez par exemple dans accessibilité derrière, sous-titres et là vraiment les accessibilités sous-titres, geste d'agrandissement, la taille de la police que vous pouvez gérer ici, la taille d'affichage aussi que vous pouvez gérer ici. Donc là je l'ai mis en personnalisé personnellement dans option développeur mais vous pouvez le gérer ici pour avoir quelque chose de normal ou d'avoir quelque chose de un minimum. Audio mono, grand curseur de souris, dire les mots de passe, test en contraste élevé, etc. Inversion des couleurs et correction des couleurs pour les daltoniens par exemple. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc là on est sur une surcouche qui est aujourd'hui qui s'améliore de plus en plus, qui vraiment je trouve de plus en plus agréable à utiliser, surtout en 7.0, on est en plus de ça sur quelque chose qui est fluide, qui est agréable à utiliser, qui est assez complète tout en restant légère visuellement, qu'on peut le voir, hein, ça reste assez complet sans vouloir aller dans le superflu, donc ça qui est assez cool. C'est assez bien fait et surtout ça s'améliore en termes de fluidité, en termes d'optimisation au niveau de la vitesse, etc. Flyme a eu de gros efforts là-dessus et donc là on peut voir que c'est assez efficace. Ça reste un petit peu particulier mais de moins en moins, de plus en plus accessible à n'importe qui, ce qui est assez cool. Au niveau de l'écran secondaire, donc là on est donc ici sur un écran de 1.9 pouces qui donc permet en fait en termes de côté particulier, soit d'avoir un petit gif qui peut être jusqu'à 5 minutes, vous pouvez choisir jusqu'à 5 minutes qui s'affiche. Donc on va mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Donc qui s'affiche, vous avez, alors là j'en ai mis plusieurs des gifs. Ici, hop, comme vous pouvez voir, donc là vous avez une méduse. Là vous avez voilà des bulles d'eau. Vous avez ça aussi, sinon vous pouvez avoir juste l'heure. Alors, vous pouvez avoir les notifications quand elles arrivent, et vous avez, alors normalement je vais essayer de le mettre là, quand une notification arrive, alors en plus ça s'est amélioré avec la dernière mise à jour, ça va permettre de dire vous avez reçu une notification de telle application. C'est encore loin d'être parfait, loin d'être au potentiel que ça pourrait être, j'ai bien pourrait, voir comment ça va être développé, mais pour l'instant c'est juste par exemple qu'on reçoit une notification de la part de telle ou telle application. Ce qui manque aujourd'hui, c'est savoir quelle est cette notification en question. C'est-à-dire, voilà, au lieu d'avoir juste, voilà, c'est telle application, c'est de dire, voilà, donc notification Telegram, la personne en question, et qu'est-ce qu'elle vous dit, notification Facebook, répondu à un commentaire, etc. Je sais pas si c'est possible, comment ça pourrait être optimisé là-dessus, mais ce serait une bonne idée. Vous pouvez avoir l'heure, vous pouvez avoir le compteur de pas, vous pouvez avoir, donc, ici, la ville, avec les degrés, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà. La seule chose qui est chiante, ce qui est très dommage, donc si je le montre ici, donc là je vais mettre un peu de musique. Et donc il va le mettre, voilà, il va mettre que je mets de la musique. En soi c'est très bien. Mais, et le problème est, donc il a un petit peu du mal à se réveiller. Le problème est que, en fait, voilà, il va afficher la musique qui est en train de tourner. Enfin, qui arrive, en tout cas, qui a commencé à se mettre. Mais c'est tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout avoir de réglage là-dessus. Et quand vous utilisez des applications tierces, alors là, c'est encore pire. On n'a pas là du tout la possibilité... Enfin, on a... Comment dire ? Ce lecteur-là, par exemple, de base, déjà, on devrait pouvoir le gérer, ce qui est un peu l'intérêt à la base de ça, le gérer par défaut. Voilà, on peut changer de musique, on pourrait ici. Sauf que ce n'est pas le cas.
Enfin, si, mais on va voir ça juste après. Et pour Deezer, etc., c'est encore moins le cas. Ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé de passer par ce menu-là qui existe, mais qui n'a pourtant pas été adapté au dos ici. Ce qui est dommage. Donc après, vous avez le mode spécifique, qui est le mode musique seule. Mode musique seul qui prend en compte que ce que vous avez sur l'appareil, ce qui est assez logique en soi, et donc qui fait que ça va mettre l'appareil en veille profonde en gros, ça va récupérer les notifications, etc. Mais par contre, voilà, vous avez juste cet écran-là qui est actif, et donc vous pouvez donc utiliser pour juste la musique. Donc vraiment, ça tourne au minimum pour en gros être en MP3. Pareil, je trouve dommage que ce soit réduit au minimum en termes de MP3, et que ce ne soit pas optimisé en termes d'affichage, puisque tout ce qu'on aura la possibilité de faire, c'est la musique en cours qu'on a, la batterie et l'heure, changer de piste, et voir un peu ce qu'on peut choisir. Donc si on a des dossiers, ce genre de choses, on n'a pas du tout la possibilité de les gérer. Donc ça, je trouve ça très dommage, puisque ça limite vachement l'intérêt du mode musique seul. Si vous n'avez pas beaucoup de musique comme moi, quelques musiques, parce que c'est des musiques que je sais pas sur Deezer, c'est bon. Si c'est par contre des musiques, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de musique, si je reprends par exemple ce que j'ai sur ma carte SD, donc environ 30 Go, donc environ 4000 titres, sur un écran comme ça va être juste horrible. Donc je trouve ça dommage. Donc malheureusement, là-dessus c'est un peu dommage là-dessus. Donc voilà, quittant, alors par contre c'est pas parfait aussi au niveau de la traduction, quittant le mode musique, ça va dans la logique mais ça reste... c'est left en gros, mais voilà, c'est un peu mal traduit, on revient directement, il s'allume assez vite, donc ça c'est assez cool. Mais voilà, je trouve ça pas parfait du tout de ce point de vue-là. Et ça manque encore de beaucoup de fonctionnalités, je pense, qui seraient possibles. Phone Android avait mis en avant, par exemple, le fait de prendre le système GPS, de pouvoir nous dire, voilà, c'est-à-dire que quand on est en mode GPS, pour économiser de la batterie, parce que déjà, ça consomme beaucoup le GPS, d'avoir juste la direction, par exemple, avec, 300 mètres, ce genre de choses. Ce serait tout con, mais ce serait utile. Le mode MP3 en mieux. Il y avait, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il pourrait y avoir? Enfin, il pourrait y avoir pas mal de choses. Là, comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? On pourrait avoir la radio aussi, parce que je sais qu'il fait radio, donc par exemple, pour avoir la radio qu'on pourrait avoir simplement ici, on pourrait avoir, je pense plein de petites choses comme ça qu'on pourrait gérer facilement. Là, comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On a le mode photo, que je vais montrer juste après. On a, par exemple, quand on reçoit un message, avoir des messages rapides, par exemple par SMS, qu'on puisse renvoyer par message rapide un SMS, ça pourrait être toujours sympa, par rapport à des trucs préprogrammés. Avoir, une notification globale qu'on a reçue. Donc vraiment avoir comme ici, avoir ce genre de choses. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est beaucoup trop limité pour l'instant. Si jamais Meizu persiste dans ce système de double écran, d'écran dorsal sur les prochains modèles, ça devrait pouvoir un petit peu s'améliorer. Pour l'instant, ça reste très, voire trop léger à mon goût. Donc c'est un petit peu dommage. Mais il y a du potentiel. Il y a un réel potentiel. Meizu a déjà fait un gros pas sur la gestion des notifications qui est assez intéressante. Ça peut aller encore plus loin. Après, il a surtout été vendu pour faire des selfies. C'est-à-dire que, en gros, on va pouvoir lancer directement, alors soit directement sur l'appareil photo, je vous montrerai juste après, soit ici, et donc on va pouvoir gérer donc soit le mode flou, soit le mode beauté, soit le mode classique. Et donc à partir de là, en fait, vous pouvez faire en fait vraiment des selfies directement comme ça avec la double caméra. Ça c'est précis, ça montre bien qu'il nous reconnaît, donc qu'il fait la mise au point. Et donc voilà, ça permet de faire ça. Alors on va voir ce que ça donne. Avec la lumière, on peut voir d'ailleurs l'extrait ici. Et on va voir ici, donc ça va être là. Donc voilà, ici. Bon, alors là, c'est pas parfait, c'est un peu de loin. C'est pas forcément parfait, mais on peut vraiment faire des très beaux selfies, effectivement, comme ça, si jamais il y a besoin. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'effet de flou, ça fait vraiment un bel effet. Donc voilà un petit peu pour cette partie écran qui est intéressante, qui peut être développée, qui peut vraiment avoir quelque chose derrière, mais qui a besoin encore de temps pour se développer. En tout cas, besoin de beaucoup de réflexion pour être optimisé au maximum et pouvoir réellement profiter. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran AMOLED 5.2 pouces, un 16/9 classique. Meizu n'a pas joué sur le 18/9, c'était encore un petit peu trop tôt par rapport au marché quand il est arrivé, quand il a été présenté. Alors, on a quand même un bel écran AMOLED, si je supprime la luminosité, donc on a quelque chose qui peut être très mieux, comme très peu. Donc ça c'est très bien. On a le mode doux pour pouvoir gérer la lumière bleue, donc ça c'est très bien aussi, que j'apprécie beaucoup. Vous avez bien sûr la gestion de l'affichage, si je vais, alors on va aller déjà descendre.
La gestion de l'affichage, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir gérer en mode adaptatif, standard photodynamique. C'est assez bien géré dans l'ensemble, ça reste très correct, ça va surtout s'adapter à la luminosité pour avoir la meilleure lisibilité, et vous avez la température de couleur. Au niveau des angles de vision, c'est un AMOLED, alors forcément on a d'excellents angles de vision, donc pas de souci là-dessus. Donc un bon écran, un bon écran AMOLED de la part de Meizu qui s'est amélioré parce qu'avant ça avait tendance à être saturé, surtout au niveau des rouges, qui avait tendance à être vraiment trop saturé globalement. Ici on se retrouve avec quelque chose de très correct, avec quelque chose qui commence à être assez neutre, donc il y a une réelle envie de la part de Meizu de faire attention par rapport à ça, de répondre, parce que autant les Chinois aiment beaucoup quand c'est un peu saturé, surtout au niveau des rouges, pour avoir, je crois que c'est surtout au niveau des visages, de la télé, etc., avoir quelque chose d'un peu mieux, en fait, d'un peu plus européen, si je dis pas de bêtises, je peux pas m'avancer, mais je crois que c'est ça, et ce qui fait que là, ça répond aussi à une demande un peu plus européenne, parce que Meizu commence à s'intéresser énormément au marché international, notamment la France aussi, où ils font attention par rapport à ça, et donc ce qui fait que c'est beaucoup mieux en termes au niveau des couleurs, comme on peut le voir avant, par exemple sur les smartphones, c'est un peu trop saturé, notamment au niveau du rouge. Le YouTube et le YouTube Studio qui lui est plus saturé, enfin des rouges plus pétants, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en gros c'est de la même couleur quand c'est saturé, parce que c'est vraiment trop. Donc ça se voit assez rapidement, je le remarque très vite avec justement ces icônes qui ont tendance à être beaucoup plus saturées que d'habitude. Donc il y a une bonne amélioration là-dessus. Je l'ai vu aussi sur le Pro 6 Plus avec Flyme 6 où pareil, la gestion de la colorimétrie était totalement revue. Au niveau de la musique, donc là on est sur de la jack bien classique, bien à nous. Donc ça c'est plutôt positif. On a quelque chose qui est très sympa pour le titre, pour ceux qui connaissent, il fait de la musique et c'est très sympa. Donc au niveau du son, forcément on est sur du Meizu et sur la gamme Pro. Gamme Pro dit déjà écran AMOLED, mais dit aussi surtout, et c'est ce qui fait la renommée de Meizu sur les smartphones, DAC audio. Des DAC dédiés audio, donc c'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'utiliser la puce du constructeur, donc MediaTek ou Qualcomm, etc., ils vont utiliser une puce à eux, ce qui se déploie de plus en plus sur les hauts de gamme où ils ont tendance à utiliser des puces dédiées, et donc eux ils sont allés chercher, d'habitude ils vont chez Sabre, avec le Pro 6 ils sont allés chercher un milieu de gamme de chez Cirrus Logic, et là ils sont allés chercher le haut de gamme, en tout cas le meilleur qui est trouvable pour les smartphones, toujours de chez Cirrus Logic, avec le Cirrus Logic, le CS43130 ou 43130, qui fait que actuellement de tous les tests qui sont relevés par rapport à ça, j'ai vu c'est juste la meilleure puce audio, enfin le meilleur son qui ressort de tous les smartphones actuellement sur le marché, très proche des LG V30 et HTC U11 aussi qui sont d'excellentes références. Donc ce qui fait que c'est le meilleur sur le marché de ce point de vue-là. Il se vend exclusivement, enfin c'est pas exclusivement, mais son principal atout, c'est notamment sa puce son. Alors pour le montrer, c'est très compliqué. Moi j'utilise des KZ, comme vous le savez, je suis très fan des KZ, donc là maintenant KZ ZS6. Ce qui me permet aussi, avec les KZ ZS6, j'ai pu voir une différence par rapport au Pro 6 Plus qui avait déjà une excellente puce son, qui était un Sabre ES 9018 K2M, si j'ai bien la référence en tête. Normalement ça le fait. La différence, c'est, alors, pour moi, à mon niveau de côté qualité audiophile, etc., qualité d'écoute, la différence que j'ai remarquée sur le KZ-ZS6, donc normalement, c'est quelque chose qui est assez performant en termes de son, qu'on peut considérer comme du hi-fi, donc vraiment de ARS plutôt. Donc voilà, des sons, on peut utiliser quelque chose de très performant avec des musiques en FLAC, etc., pour avoir quelque chose d'un peu mieux, pour certains. D'après ce que je retiens, voilà, après moi j'en suis pas encore là, mais en gros, ce qu'il faut y retenir, c'est que par rapport, ça va être compliqué à expliquer, mais c'est en gros entre guillemets plus brillant que le Pro 6 Plus. Ça va être en termes de qualité de son, en termes de rendu au niveau des basses, des médiums, et au niveau de la stéréo, etc. C'est à peu près pareil. Il y a peut-être plus de détails, mais je me rends pas compte de mon côté. La grosse différence que j'ai notée, c'est que c'est entre plus brillant. En gros, c'est un peu plus aigu, dans le sens où ça va être compliqué, je sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer ça bien. Quand vous avez un son, en gros, vous avez donc par exemple la voix, donc c'est-à-dire vous avez à la voir tout ça en fait, un peu comme ça, qui va s'exprimer. C'est-à-dire qu'une voix, c'est pas juste une fréquence précise, c'est tout un ensemble. En général, c'est plus les basses qui sont mis en avant, surtout sur les... plus on va être sur quelque chose de bas de gamme, plus c'est les basses qui vont être mis en avant et les aigus qui sont de moins en moins bons en général.
Sur celui-là, en fait, c'est très très neutre, c'est de très bonne qualité. Et par Pro 6 Plus, c'est un petit peu mieux parce que on a quelque chose d'un petit peu plus aigu. Donc les aigus sont un peu plus mis en avant et ça fait quelque chose d'un petit peu plus naturel, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus aigu dans l'ensemble. Donc c'est-à-dire que même des choses qui sont un peu basses ou un peu médium, on va avoir une partie aiguë qui va remonter un peu et qui va donner quelque chose d'un peu plus naturel, d'un peu moins grave, d'un peu moins basseux en fait. Donc c'est un peu ça la plus grosse différence que j'ai eu à noter sur cet appareil-là. La différence aussi par rapport là où d'habitude on a une différence entre le Pro 6 Plus et enfin le Pro 6 et le Pro 6 Plus ou même le Pro 5 et enfin c'était le ouais, on n'avait même pas avancé le Pro 5 et le X5 il n'y avait pas droit. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un Pro 7 qui est mieux de gamme comme le Pro 6, mais qui, en plus de ça, donc, intègre exactement la même puce que le haut de gamme du Pro 7 Plus. Donc, ce qui est bien, on a exactement la même chose, on a le même son, donc si la puissance est, si voilà, quelque chose de compact et de pas forcément des plus puissants, mais plus autonomes vous intéresse, sachez que vous n'aurez pas de différence en termes de son. Pour ceux qui ont des choses assez basiques en termes d'écouteurs, en termes de casque, comme par exemple des pistons, des choses, des intras 50 € qu'on trouve dans le commerce, etc. Vous entendrez pas forcément quelque chose de très différent de ce que vous avez sur un appareil haut de gamme classique type Snapdragon 820 ou Helio X20. Par contre, si vous commencez à avoir des casques qui valent un peu cher, voire même qui sont un petit peu difficiles à driver, donc dans le sens où il faut beaucoup de puissance pour pouvoir en extirper le meilleur, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il est très puissant et beaucoup plus puissant, de ce que j'ai remarqué, que le Pro 6 Plus qui était plus limité en termes de son. Alors soit c'est limite logiciel, soit c'est plus l'amplificateur qui est un peu plus limité, mais néanmoins sur ce Meizu-là, on peut driver très facilement, donc voilà, on peut gérer très facilement des gros casques. Il a énormément de puissance. Donc voilà, si vous avez des gros casques, je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller. Il faudra regarder sur des forums pour ceux qui sont les plus intéressés. Mais je pense qu'on peut arriver à gérer des choses assez hautes. Peut-être 80 ohms, mais je veux pas m'avancer trop. Ce serait à vérifier après sur les forums. Donc là-dessus, du très bon en termes de son. C'est pour ça que Meizu est renommé là-dessus. Dernière chose, on va juste montrer un peu ce que vaut le haut-parleur, qui est très correct. Alors il grésille un petit peu. Il grésille un petit peu, par contre il est vraiment puissant. Là on est à pleine puissance, il est vraiment puissant. Donc là on est un petit peu moins puissant. Et on a quelque chose qui est vraiment bien. Si on compare avec par exemple, moi j'ai l'Idol 4S, c'est assez proche, on a des basses qui sont assez correctes, des médiums qui sont très présents, comme on peut l'entendre, tout en ayant les aigus qui sont présents, et on arrive assez bien à entendre chaque instrument. Donc un haut-parleur de qualité, surtout quelque chose qui est un peu plus milieu de gamme, donc en général, ça fait partie des choses qui sont un petit peu moins mis en avant, ça reste du mono et pas du dual speaker, comme les gens aiment bien. Meizu n'a pas l'air trop intéressé par cette partie-là, mais néanmoins, le simple haut-parleur est vraiment puissant. Et en plus de ça, il est vraiment bon, pour son prix en tout cas, je trouve. Par exemple, je trouve meilleur que celui que propose Samsung X1 S8. Il est vraiment de bonne qualité. Au niveau de la photo, donc là on va se retrouver avec par contre l'un des défauts entre guillemets, enfin l'un des points les moins bons du smartphone, je pourrais pas le dire jusqu'à ce que ce soit un défaut, mais quand on voit par exemple un Galaxy S7 qui est à peu près au même prix aujourd'hui, voire un S8 qui commence à dangereusement s'approcher, même d'autres smartphones qui sont excellents en photo, qui sont bien meilleurs pour le coup que le Pro 7, et Dexo One, enfin Dexo l'a testé et lui a donné 71 points, ce qui n'est pas énorme. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Meizu n'a jamais été très bon en photo. Je suis assez déçu du Pro 6 Plus, notamment le fait justement qu'il faut que je me reprenne à plusieurs fois pour prendre des photos et que voilà, dès qu'il y a la lumière qui commence à manquer, on est sur quelque chose de pas terrible. Ça se ressent de plus en plus, je trouve, ça s'améliore pas et j'ai en plus d'un bug supplémentaire, ce qui fait que ça aide pas. Mais ce qui fait que voilà, je suis Pro 6 Plus, j'ai pas du tout été emballé par l'appareil photo. Là, on est sur quand même quelque chose de mieux. La différence, c'est que au lieu d'avoir un capteur IMX386, qui était déjà sur le Pro 6 Plus, là on en a deux. Pareil, on a le même capteur que ce soit sur le Pro 7 ou le Pro 7 Plus. Double capteur, IMX386, un qui est de couleur et un qui est monochrome. Donc ce qu'on retrouve comme ce que propose Huawei. Au niveau de l'application photo, on est sur quelque chose qui a été bien amélioré par contre, parce que ça manquait vraiment de cohérence et de quelque chose qui soit simple à utiliser avec tout le maximum accessible.
Donc ce qui est bien en termes d'amélioration, c'est qu'on a l'HDR qui est directement disponible ici, ça c'est une bonne évolution. On a bien sûr le mode flou de la double focale, au moins ça c'est précis, c'est ça qui est bien. Par contre, best focusing distance, ça c'est dommage, c'est pas traduit. Mais en gros, voilà, le meilleur c'est d'être à 1,50 m pour faire de la, voilà, du rendu flouté. Vous avez bien sûr les effets classiques qu'on peut retrouver. Vous avez après le mode beauté qui est mis dans un mode à part, facile d'accès. Vous avez le mode vidéo. Donc voilà un petit peu pour ce que ça donne. Alors ce qui est bien c'est qu'en plus il est, si je dis pas de bêtises, non, il n'est pas stabilisé. Je suis pas... d'un coup j'ai un doute. Elle n'est pas stabilisée. Donc il n'y a pas de stabilisateur dessus, par contre ça c'est un petit peu dommage, là on l'avait sur le Pro 6 Plus, je sais pas si sur le Pro 7 Plus il est lié, je suis pas sûr, c'est encore un petit peu délicat là-dessus. D'ailleurs justement on a le mode noir et blanc de la partie MX386 qui est monochrome, d'ailleurs je le trouve, alors il est à peu près aussi précis, voire un peu moins précis avec le capteur couleur, puisque c'est le même capteur mais juste noir, donc il ne s'aide pas des deux pour faire la meilleure photo possible. On a le mode prise de vue par intervalle, donc c'est-à-dire qu'on va prendre, hop, ici, je sais pas du tout en fait, je vous avoue, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Intervalle, pourquoi pas intervalle, je ne sais pas du tout. D'accord, c'est juste extrêmement rapide. Ok, c'est juste ça. Après, je vous avoue que là-dessus, c'est pas vraiment un mode qui me parle beaucoup. Vous avez donc le mode pro qui est par contre très sympa. Je vous montrerai des photos après. Vous avez l'album photo aussi, bien sûr, pour vous faire une idée, pour ceux qui veulent pas tout regarder. Donc le mode pro qui va permettre de gérer donc le temps d'ouverture, donc soit automatique. Au minimum, ça va être 1/5 millième jusqu'à 20 secondes. Donc, par exemple, pour du lightning ou pour faire des pauses longues, ça peut être assez sympa. ISO, on peut aller donc 200, voire même 100, ouais, minimum 100, jusqu'à 1600 par contre, donc c'est un petit peu limité. On a le focus qui peut être manuel, gestion d'exposition, saturation, contraste, et on a aussi la gestion des balances des blancs. Ensuite, donc c'est un mode qui est assez sympa puisqu'il m'a permis surtout de nuit, il est très efficace et ce qui est bien c'est qu'il y a une bonne stabilisation de la part de Meizu au niveau des photos, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez sympa. On a une gestion du QR code, on a du ralenti en 720p si je dis pas de bêtises. Hop, je suis plus sûr, je crois que c'est du 720p. Qui est ici normalement assez bon, donc non par contre c'est, pardon, excusez-moi, c'est du 640p, donc c'est un petit peu, on n'est pas sur du 480 mais ça reste un peu limité, c'est 640, donc ça c'est un peu dommage par contre pour le prix. Par contre on est sur du 120 fps. Ensuite donc voilà, donc on a le mode vidéo, photo, on a le mode HDR qu'on peut activer. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que le mode HDR n'est pas pareil, on n'est pas au point de ce qui se fait de plus en plus normalement, c'est-à-dire d'avoir un HDR qui peut être automatique, donc selon la scène, qui va détecter s'il y a besoin d'HDR ou non. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà un peu pour cette partie-là, et bien évidemment en mode photo ou en mode beauté, vous pouvez choisir d'activer l'écran secondaire, donc pour justement, voilà, si vous voulez faire, vous pouvez directement faire là. Par contre, pour le gérer, il faut appuyer par contre sur le bouton volume pour prendre la photo, parce que comme on l'a activé derrière, on ne peut pas gérer avec l'écran ici pour dire « prends-moi en photo ». Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi, c'est pas parfaitement fait, mais après, c'est quelque chose qui doit s'améliorer logiciellement. Après, bon, avec le bouton volume, on peut activer. Maintenant, passons à ce que ça vaut en photo. C'est surtout ça qui est intéressant, et c'est là où j'étais parfois assez étonné. On peut faire des bonnes photos, donc là ici, je sais plus, est-ce que j'ai mis un temps de pause? Non, pas du tout, je ne crois pas. Un 20e, voilà. C'est-à-dire qu'on est sur du double IMX386, mais avec une ouverture 2.0, donc là on est sur du 1.8 en général, 1.9, 1.8, 1.7, là on est toujours sur du classique, un peu mieux que ce que propose Honor avec du 2.2 avec l'Honor 9, là on est sur du 2.0, mais si on veut s'amuser un petit peu avec le mode pro, voilà, c'est-à-dire que ça va être en mode normal, vraiment, hop, ici, en mode normal, donc ça reste assez sombre, et en mode pro, on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus relevé. Alors parfois, ça peut être un petit peu flou, parce que on tremble, mais on peut avoir des choses vraiment sympas. Là, par exemple, je suis pas sûr que j'en avais réussi une, mais il y en a qui peuvent être assez sympas, et qui peuvent bien se débrouiller. Le mieux que j'avais fait...
Donc par exemple ici ça montre bien un peu l'idée qu'il y avait. En gros là on est voilà par défaut on va être sur ça. C'est-à-dire qu'on voit quasiment pas le bâtiment, on voit juste les deux points de lumière justement pour pas que les avions ils se rentrent dedans dessus. Et donc là un peu flou, on le refait et on peut arriver à faire des choses très sympas. Une fois bien maîtrisé ça peut donner ça. Donc en gros en termes là j'avais fait quoi? Donc pour une pause de 1 seconde avec un ISO 800. Donc 1 seconde ISO 800 et ça donne à peu près ça. Donc, ce qui fait que c'est assez correct. On est, voilà, là je tremblais un petit peu, ça se voit légèrement, mais on est sur une scène qui est à peu près correcte. Le mieux, ça a été apparemment celui-là, non même pas, c'est un peu flou. Voilà, de nuit, on peut faire des bonnes scènes, mais ça va être compliqué d'avoir quelque chose de vraiment réussi. Après, voyez, on peut avoir ça, qui peut être assez sympa, en noir et blanc, ça peut être très sympa aussi, il se débrouille assez bien. Donc, par exemple, il y a ça. Le mieux que j'ai fait, le plus impressionnant, en fait, qui me fait vachement penser au S7, hein, si je la retrouve, est-ce que c'était par là? Est-ce que c'était... Voilà, c'était là. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose qui est très sombre. C'est-à-dire que même là, la caméra, vous la voyez pas. En gros, pour voir... je l'ai mis dans le test express, le changement. Là, je mets pas les photos, hein, je suis désolé. On va voir peut-être comme ça. Voilà, oh bah là c'est parfait. Donc voilà un peu ce que ça donne, on voit quasiment rien, on voit presque pas la voiture qui est derrière, vous la voyez même pas. Là, on est en noir et blanc, donc ça ressort un petit peu mieux. Et là, c'est en pause longue avec le mode pro qui permet d'avoir un rendu très proche de ce que propose par exemple le S7 en termes de luminosité et en termes de tout ça de gestion. C'est-à-dire que là, on va quand même pouvoir voir presque quel est le modèle de la voiture. Je sais pas si avant on peut le voir, mais on commence à avoir quelque chose d'un peu mieux. Alors ça reste bien sûr bien bruité, etc. sur les choses sombres, mais on a quelque chose que j'aurais pas pensé vraiment du tout avoir là-dessus. Pareil, donc cette maison qu'on voit au loin, donc là on la voit presque pas, ça reste très sombre. Donc j'ai essayé avec le mode HDR, pareil ça changeait pas grand chose. Et après j'ai mis en mode pro, hop, oula, hop, ici, en mode pro, et ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux déjà. On voit vraiment beaucoup mieux, alors forcément c'est très éclairé, alors là ça paraît cramé un peu ici, mais en fait c'est juste bien éclairé en fait, et on voit bien la maison au fond. Donc avec le mode pro, l'appareil photo permet d'être vraiment mieux que ce qu'il y a au départ. Le mode pro est vraiment pour la nuit quelque chose de très très utile. De base forcément il va être très limité, mais voilà. Maintenant la double focale, alors pareil, la double focale, alors il y a quelque chose de très bien, donc elle se gère bien, elle est peut-être un peu trop forte, enfin sûrement trop forte. Allez. Non, voilà. Donc voilà, donc là on peut voir, alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très joli, ça rend très bien, par contre c'est saturé. Il utilise beaucoup les couleurs pour saturer, pour mettre encore plus en avant l'objet, parce que sinon de bas ça va donner quelque chose d'un peu plus, voyez, au niveau des couleurs, on n'est pas sur la même chose. Hein. Là on est quelque chose sur de saturé, une focale qui est très forte, enfin un flou qui est très fort, un bokeh trop fort en fait, et qu'on ne peut pas régler par contre. Ici on a tout ça. Donc parfois il faut s'y reprendre quand même à plusieurs fois avant d'arriver à faire un bokeh correct, une photo correcte. On a un peu le même problème que le Pro 6 Plus, c'est-à-dire qu'on va devoir s'y reprendre à plusieurs fois parfois pour être sûr d'avoir réussi la photo, parce que parfois on va bouger un peu, et voilà. Et là je l'ai fait, alors je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner sur une voiture comme ça garée? Donc là de base c'est comme ceci, et avec le mode... avec le mode ici, avec le mode bokeh, ça va vraiment par contre faire le flou. Alors globalement ça s'en sort bien, après il y a toujours des ratés, comme ici par exemple il va mal détecter que ici ça doit être flou, donc ce qui fait on voit ici la différence au niveau du traitement, on voit ici qu'il y a un artefact, il sait pas quoi faire. Donc c'est pas encore parfait, mais il arrive à faire des choses très sympas. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que je l'avais fait en mode... Voilà, par exemple ici on voit que c'est assez bien fait, là en mode normal, là en mode flou, on voit vraiment que le fond ici est vraiment bien géré, ça fait vraiment bien, mais ce qui est dommage c'est vrai parfois on aimerait quelque chose d'un peu moins flou. Là c'est vrai que c'est très flou, c'est un trop flou, et donc on sent que c'est pas naturel, mais par contre ça met bien en avant l'objet, il y a vraiment une bonne gestion là-dessus. Ce qui serait bien c'est que la prochaine fois on puisse mieux gérer de ce point de vue là, et qu'on puisse avoir plus la main dessus en fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour terminer un peu cette partie photo? Voilà, par exemple, l'exemple de photo qu'on peut facilement rater. Donc, par exemple, ici, ça passe plutôt bien. La fois d'après, en faisant la même chose, maintenant pareil, ça va être un peu flou. Donc, c'est pas encore parfait de ce point de vue-là. C'est le défaut que je trouve, c'est qu'il voilà, il faut s'y reprendre plusieurs fois. Mais par exemple, ici, ça va être bien. Ici, ça va être bien. Ici, c'est plutôt correct. Et voilà, il y a des fois où c'est flou, ça se voit, et d'autres moins.
Voilà, c'est parce qu'on bouge un petit peu, il le prend en même temps, et voilà. C'est un peu dommage. Là, par exemple, le Pro 6 Plus qui est sous les néons, et donc ça rend plutôt bien. Donc pareil, vous avez tout dans l'album, je vous ai tout mis dans l'album, vous regardez tout ce qu'il y a et vous amusez par rapport à ça. Par exemple, pareil, en effet de flou qui a été un petit peu raté ici, et vous pouvez voir ici, par exemple, que ça a été coupé alors que c'est bien présent, donc il n'a pas très bien détecté l'objet, pas assez finement en tout cas. Donc c'est pas encore parfait, mais ça s'améliore beaucoup du côté de Meizu. J'ai été quand même assez étonné, parce que je m'attendais à beaucoup moins bien de ce point de vue-là. Il y a des gros efforts, mais c'est encore loin d'être parfait, et clairement, si vous cherchez un photophone, c'est pas sur cet appareil-là qu'il faudra se tourner. Il faudra se tourner plus du côté de chez Samsung, de chez LG, qui seront bien meilleurs. Si par contre la photo n'est pas un point essentiel, plus les selfies pour le coup, qui peut être vraiment intéressant avec cet écran-là, et le côté plus audiophile avec un appareil photo qui est très correct, mais qui aura quand même des lacunes, comme on peut le voir, ça passera tout à fait. Je pourrais dire, aujourd'hui avec ça, si j'ai ce smartphone, je peux m'en contenter largement. Maintenant, voilà, si je veux faire des vraies photos tout le temps réussies, absolument bien de nuit, etc., comme ce qu'on nous vend avec le haut de gamme, voilà, là, le S7, le S8 sera bien mieux de ce point de vue-là, les LG G6 aussi. Ou encore le Huawei V10 qui arrive, par exemple, mais en termes de compact, ce sera donc plus le S8 ou le G6 qui sera les plus adaptés de ce point de vue-là. Du point de vue de l'autonomie, donc on a une batterie de 3000 mAh, donc avec de la charge rapide, qui est donc USB-C, donc charge rapide la M-Charge 3.0, là où le Pro 7 Plus a du 4.0 avec 3500. Donc les 3000 mAh avec le Helio P25 qui malheureusement que j'avais pu tester avec le Maze Alpha avec les 4000 mAh, et l'autonomie n'était pas extraordinaire vu de ce qu'il y avait en termes de batterie. Donc j'avais un petit peu peur, je me suis dit, est-ce que Meizu, normalement eux ils sont censés faire un peu plus attention par rapport à ça, est-ce que Meizu l'a bien optimisé? Eh bien je peux vous répondre, oui. Oui, ils l'ont bien optimisé, donc ouf, par rapport à ce qui est chinois, qui est vraiment mal optimisé pour le coup, on a une très grosse différence, c'est-à-dire que là où le Maze Alpha je faisais à peu près 6 heures avec 4000 mAh, ici en 4G je peux faire 8 heures, en 4G avec les 3000 mAh. Donc il y a une vraie amélioration de ce point de vue-là. Pour montrer un petit peu justement, donc là on est 67%, et j'ai fait 2h15, donc c'est très correct en termes d'autonomie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Normalement j'ai d'autres screens, mais il faut que j'arrive à les trouver. Non, ça va être plus bas alors. Voilà, ici on est à 1h47, tout ça que en 4G, 1h47, 78%. Donc après, selon l'utilisation, bien évidemment. Ici, on est sur 18%. Donc là, il me reste encore 5 heures. 5 heures, 18%, full 4G. Donc là, on est sur une très bonne autonomie. Faut dire clairement ce qui est. Faire 5 heures et il reste 15%. Donc là, on est à 6 heures full 4G. C'est vraiment pas mal, surtout avec 3000 mAh. On peut faire... je m'attendais pas à faire autant, honnêtement. Mais voilà. Avec en plus de ça, je fais en général beaucoup de jeux. Parce que faut bien que je m'amuse un peu. Ici, on peut voir... Donc 3h35... avec 54%, donc voilà, si on fait pas du tout de jeu, très peu en tout cas, on va pouvoir vraiment bien s'amuser en termes d'autonomie. Donc clairement bien, très bien même, et c'est bien géré. Donc là-dessus, pas de soucis. On va pouvoir avoir une autonomie qui nous tient largement la journée en 4G, et en Wi-Fi ce sera même un petit peu mieux. Donc voilà, on peut en gros compter entre 6 et 8 heures écran allumé, donc c'est vraiment pas mal. Normalement j'ai fait du YouTube que j'ai mis je ne sais où. Où est-ce que j'aurais mis... Je ne sais plus. YouTube, que j'ai mis, normalement, à ce moment-là, j'ai dû le mettre directement. Mais en gros, on faisait 6h50. Voilà, 6h50 en YouTube. Donc on est sur... voilà, j'ai dit beaucoup YouTube, et oui. Et forcément, j'ai de rien de... Autonomie, est-ce que j'y ai accès? J'ai pas de connexion. Parce que je n'ai pas, il faut que je mette tout à jour. Mais on est à 6h50 en gros pour YouTube, donc c'est vraiment bien. On est sur une bonne autonomie qui est bien gérée, sachant que par exemple le A5 2017, qui était l'une des meilleures autonomies que j'avais par rapport à ça, était à 7h30. Donc on est sur quelque chose de bien, de beaucoup plus performant que le A5. Et ce qui fait qu'on est sur la bonne voie là-dessus. Très bonne autonomie, très agréablement surpris et très bien géré. Donc le P25 est vraiment bien géré par Meizu. Limite, j'ai l'impression qu'il a été fait sur mesure pour ce téléphone, enfin pour du Meizu en fait. Alors que voilà, du côté des Chinois, c'est pas encore ça. Là, ils ont bien optimisé.
Pareil, au niveau de Geekbench, on se retrouve avec des bons scores, même très bons scores, puisqu'on fait environ 3700-3900 points. Donc c'est vraiment pas mal, 774 points et 3787, là où le Maze Alpha faisait 3400 au mieux. Alors, en général 3200. Donc c'est-à-dire que pareil, les Chinois ne savaient pas vraiment optimiser le processeur, là où là pour le coup, ils ont réussi à bien optimiser, et on a quelque chose de très sympathique. Donc là-dessus, très bon score, hein, 850, 3819, 879 pour le coup. Donc juste voilà, un peu à l'arrache. Et ce qui fait que c'est vraiment pas mal. On est sur un bon score, on est en dessous du Snapdragon 625-626 qui en 7.0 culmine à 4200 points. Donc ça reste un peu inférieur. Qui en termes de vitesse aussi va être un peu inférieur aussi. Dans les surcouches, il est un peu moins bon. Ça reste un peu derrière, mais ça se défend bien. On a même quelque chose qui est un peu plus performant quand même que le Pro 6, Pro 6 Plus là-dessus. Donc c'est bien optimisé en tout cas. J'ai vraiment l'impression que ça a été fait sur mesure pour ces appareils, les appareils Meizu, qui savent vraiment bien les maîtriser, parce qu'en termes d'économie d'énergie, c'est bien géré. Et en termes de performance, on a un score qui est bien meilleur que la plupart des autres concurrents, les autres chinoiseries, j'ai envie de dire. Bon, après, il faut quand même que je détaille un petit peu le processeur. Il faut savoir que donc, ici, ce qui est bien maintenant, c'est que, alors c'est pas détaillé du tout ici, on est sur la version, le MT6757 CD, très exactement. Alors, CD, c'est pas pour dire que c'est un disque. Oh, très grosse blague, malaisante. Donc CD, en fait, c'est pour dire que c'est la partie graphique qui est en plus de ça, qui est un petit peu mieux mis en avant par rapport à je sais plus quelle version. En gros, vous avez plusieurs versions turbo, et ça c'est la version turbo en gros. Donc en gros, on est sur du 2,6 GHz en 2,6 GHz pour les 4 plus gros cœurs en Cortex A53, du 1,7 GHz pour les 4 plus petits cœurs, entre guillemets, qui reste toujours du A53, le tout gravé en 16 nanomètres. Donc c'est du octocœur moyen, hein, ça se compare vraiment à du Snapdragon 625-630. Et un Mali T880 MP2 pour la partie graphique. Donc qui, elle, donc au lieu d'être sur la version, alors je sais plus quelle version du 6757 est à 900 MHz, mais le CD est à 1 GHz. Donc là, on est vraiment au top du top de la fréquence là-dessus. On est 1 GHz, ce qui permet d'avoir, comme on va le voir, des performances aussi très honorables en jeu. Donc justement, sur GFX Bench, donc là on voit Mali T880, donc en 1080p, on voit qu'on est passé de 75 à 65%, donc seulement 10% de perdu, ce qui est excellent par contre. Et donc en termes de performance, on fait que donc 418, on a une petite baisse momentanée sur un benchmark, j'ai l'impression, et qui fait qu'il tombe à 389 frames au lieu de 418. Donc on est sur un très bon score, donc en gros c'est plus la référence 418 qu'il faut prendre en compte. Et donc là on a ceci. Alors en termes de on va comparer, on fait aussi 291 minutes en termes d'autonomie en jeu. Donc enfin en tout cas sur le benchmark, ce qui est excellent aussi. En gros, on va aller chercher déjà ici. Donc 389 forcément va être vers le bas du panier forcément, hein, qui reste très largement suffisant. Par contre on voit le Maze Alpha qui lui est beaucoup moins bridé de ce point de vue là. Par contre il va consommer beaucoup plus. Ensuite, si on regarde bien, on fait un peu moins que l'Honor 8 qui lui est en MP4 sur du T880, donc c'est plus sur les effets qu'il va y avoir une différence. Il y a un Pro 7S, d'accord, je ne savais même pas, va falloir que je me renseigne là-dessus. On a le Moto Z Play avec le Snapdragon 625 qui a du 3500 mAh, donc on peut voir qu'il fait à 6% de plus. Alors, si on reprend, il a du 418 en moyenne, donc ce qui fait que normalement on est censé être très très proche. Par contre, avec la gestion exceptionnelle du Moto Z Play, il fait 2 fois plus d'autonomie. Mais alors, par contre, le Moto Z Play, lui, ça reste le truc un peu particulier. Si on comprend, je sais plus quel smartphone est en 625, tiens, le Nova. Le Nova 417, lui, qu'est-ce qu'il fait en autonomie? Il fait quand même 50% de plus. Après, on a une partie graphique qui est un peu moins bonne. Le T880 est vraiment excellent de ce point de vue-là. Au-delà du benchmark, il a quelque chose d'un plus complet, dans le sens où le Snapdragon 625 en termes de puce graphique se compare un petit peu plus à du Helio P10 en termes de qualité graphique avec tout ce qui peut gérer les fumées, etc., que le T880 qui est vraiment le haut de gamme des puces de chez Mali, qui fait que c'est vraiment bien mieux pour justement la gestion des effets, qui est très légère sur le Snapdragon 625. On a le U plus E qui est là, le Echo le 2, je sais pas avec quoi il est le Echo le 2, là-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Moto Z2 Play, donc avec du Snapdragon 626,
qui a du 3000 mAh, il fait quand même 100% de plus d'autonomie, donc pareil, Motorola, je sais pas comment ils font leur autonomie, c'est exceptionnel. Et pareil, des performances qui sont à peu près équivalentes. On a Mi Note Pro, on s'en fout un peu, on va aller chercher un peu plus haut. Le MX6, mais un Vernet Mars Pro. Par exemple, le Vernet Mars Pro, si on compare, donc 18% de plus, 462, donc là le Mars Pro il se lâche, et en termes d'autonomie, fait à peine mieux avec 3500 mAh au lieu de 3000, 314 minutes. Après, ça va être Mi Max, le Snapdragon 152, ouais, mais les plus performants, ce sera pas forcément comparable. Zenfone 3, qui est avec le 552KL, donc la version 5.5 pouces. Donc là, on est sur quelque chose d'équivalent avec 44% d'autonomie. Donc pareil, la puce graphique consomme beaucoup moins. Donc voilà, on est sur une puce graphique qui est, en termes de benchmark, est bien. Normalement, en jeu, ça se débrouille mieux, globalement. À voir avec des benchmarks qui permettent de comparer. Parce que je n'ai pas la possibilité, puisque là, ça tourne. Et donc ici, Kiwan, ici, hop, alors lui aussi, ça va être exceptionnel. 75% de plus d'autonomie. Voilà, en gros, ça va être moins autonome en jeu qu'un Snapdragon 625. Par contre, pour moi, ce sera plus performant réellement par rapport au benchmark, qui ne montre pas forcément tout. Donc voilà un petit peu ici. Si on compare avec d'autres choses en autonomie, donc en autonomie, en moyenne, on va être comparable à du Mi 5S Plus A5 2017, ce qui est plutôt bien, parce que lui, il a que du Mali T830. On a quoi d'autre ici? Meizu M1 Note Dougie Mix, qui est équivalent, mais sauf qu'il a une batterie de 4000 normalement. On a P8 Lite 2017, donc c'est aussi autonome que du Kirin 658, qui fait que pour le coup c'est mieux géré. Nova 2 Plus, donc c'est équivalent aussi. Nova 2 Plus, qui est normalement doit être en 626, je crois. Meizu MX4, voilà, ça date. Honor 6, ça date aussi. Je vais chercher des choses un peu plus récentes. Huawei P10 Lite qui est avec du Kirin 658. Donc on est un peu mieux. On a l'Oppo R11, ok, 5C. Mi 6 qui fait autant. Bon, alors après il est largement plus puissant. Le Redmi Note 3 avec le Helio X10 on fait mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui serait comparable? Mate 8, non, c'est pas comparable. MX6 on fait 50 minutes de plus par rapport au MX6, qui est avec un Helio X20 pour rappel. On fait mieux que, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Redmi Pro avec le Helio X20, on fait mieux aussi. On fait mieux que le Snapdragon 630 avec le Swift de plus, qui a une batterie de 3000. Non, il n'a pas une batterie de 3000, il a une batterie de 2700 mAh, mais avec un écran 720p. Et on va terminer avec un dernier, l'Idol 4S, non, il est plus performant. Pro 6S, non. Meizu Pro 7 Plus, alors le Helio X30 consomme plus, donc on est même plus autonome que le Meizu Pro 7 Plus. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc en termes d'autonomie, pas de souci. En jeu, donc là on se retrouve sur ici, hop, donc Nova, le remake. Donc on peut voir d'ailleurs que le haut-parleur est vraiment puissant de ce point de vue-là et très correct en termes de son. Donc on peut voir que c'est fluide, c'est pas forcément aussi fluide que certains autres appareils, mais ça se défend bien. À quelques moments, c'est un petit peu moins fluide que par exemple ce qu'on pourrait trouver sur des Snapdragon 820, etc. Il va pas être dépassé par les effets ou quoi que ce soit, ce qui est quand même assez agréable. L'appareil d'ailleurs chauffe très peu, c'est ça qui est aussi une bonne chose. Donc, ce qui fait que voilà, la puce le Helio P25 elle est performante et ce qui est bien c'est qu'elle chauffe peu, elle est bien maîtrisée globalement. Donc Meizu là-dessus a fait vraiment du bon travail. Je vais même baisser le son parce que là c'est assez agréable. On sent que le jeu, la difficulté là, dans ce jeu est très très dur. Cible. Ah d'accord, il y a même une mitrailleuse mais c'est tellement chiant. Hop. Donc voilà, donc clairement, voilà, pour l'instant, d'ailleurs, l'appareil ne chauffe très peu encore. Donc comme quoi, c'est bien géré. Donc pas de souci de ce point de vue-là. On va regarder sur notre jeu. On se retrouve maintenant sur donc Titanfall, qui est un jeu assez sympa d'ailleurs, que un jour je vous ferai découvrir quand j'aurai décidé de refaire des vidéos sur mon autre chaîne, donc qui est
MobiPlay. Et donc, ce qui fait que ce qui est bien, voilà, l'appareil chauffe très peu. Donc, ce qui fait que c'est assez agréable d'ailleurs pour ceux qui n'aiment pas trop les smartphones qui chauffent. Il reste très correct en termes de chauffe. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a des armes que j'ai pas. Donc là, ça va être compliqué. C'est très compliqué pour moi, dis donc. Donc ce qui fait que voilà, ce qui est agréable, là, je le sens juste un petit peu qui chauffe en fait par ici, donc vers le bas de l'appareil, et ça reste vraiment léger, donc pas de souci de ce point de vue là. Alors que penser de ce Meizu Pro 7? Alors déjà, dites-moi ce que vous en pensez, le fait de faire une conclusion ici comme ça en facecam. Donc voilà, que penser de ce Meizu Pro 7? Alors, il coûte 450 € aujourd'hui à sa sortie. Aujourd'hui, clairement, oui, on peut avoir un S7 pour le même prix. On peut avoir un LG G6 pour un peu moins cher, mais qui sont pas dans la même du tout dans la même vision des choses. C'est-à-dire que déjà on est sur des hauts de gamme qui ont fait leur vie commerciale. Clairement, alors LG c'est très rapide au niveau des cotes, eux c'est un peu la descente aux enfers un petit peu. Et bah le S7 il date de l'année dernière. Ça c'est un smartphone milieu de gamme, donc forcément il est nouveau et c'est comme ça malheureusement que ça joue, c'est que bah pour eux comparativement ça se compare au marché en même temps que de la façon il sort. Donc ce qui se passe, donc aujourd'hui on a un Meizu Pro 7 qui, alors ce qui est bien c'est qu'il est très proche du Pro 7 Plus qui en termes de différence c'est en gros stockage RAM, pour dire voilà on a un peu plus stockage RAM, on a un processeur plus performant et forcément une batterie qui va avec et un écran plus grand avec la définition plus grande, donc forcément la batterie qui va avec, donc un petit peu plus grosse, un peu plus adapté. Mais globalement, sinon, c'est la même chose, même appareil photo, même type d'écran, même puce audio dédiée, même design, en plus grand, c'est tout, même lecteur d'empreintes, pas d'ajout supplémentaire, c'est la même chose. Ce qui fait la particularité de ce smartphone, c'est surtout son écran dorsal. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu, les meilleurs selfies du monde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas vendu l'écran dorsal en soi, ils ont vendu l'écran dorsal pour les selfies. Donc, ce qui est bien, c'est que au niveau du marketing, on ne s'attend pas forcément à quelque chose de trop en fait. Sauf que cet écran-là, il a du potentiel. Il a un réel potentiel de la part de Meizu. Ils peuvent clairement faire quelque chose de très sympa, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau des mises à jour, ils ont fait une amélioration, c'est-à-dire qu'ils ont quand même ajouté la meilleure gestion des notifications, c'est-à-dire quelle application envoie une notification, mais on ne sait pas encore quel est le contenu de cette notification. Et ça manque. Au-delà de ça, ça manque aussi, en plus de ça, la gestion du lecteur de musique. Pour un appareil audiophile, c'est un peu con de l'avoir que en musique seule, c'est-à-dire quand l'écran est éteint, et de ne pas pouvoir gérer comme ceci pour pouvoir justement tout simplement le gérer. Donc ça déjà, je trouve c'est un peu bizarre. On n'a pas la gestion de n'importe quel lecteur en fait, puisqu'on peut l'avoir ici en haut normalement. Pourquoi on ne l'a pas ici par défaut aussi, ou même par défaut là? Comme ça permet d'économiser de l'énergie quand on veut changer de piste. Ça, c'est tout bête, mais je comprends pas que Meizu n'y ait pas pensé. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas aussi de... Comment dire pour l'instant, il n'y a pas d'intégration assez profonde en fait en soi. Globalement, c'est trop léger en fait pour l'instant. Ça sert surtout pour les photos et quelques petites informations comme le compteur de pas par défaut, bien sûr on peut les enlever, etc. Compteur de pas, la météo et avoir un petit gif tout sympa, tout mignon. Et l'heure aussi pour ceux qui veulent avoir l'heure. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de grosse intégration pour avoir Maps, on pourrait avoir la gestion des appels, on pourrait avoir la gestion des SMS avec voir ce qu'on reçoit comme SMS et faire une réponse rapide. Il y aurait plein de possibilités. Je pense pas forcément à tout. Avoir Maps, par exemple, avec ce côté où ça nous indique la direction et combien de mètres. Voilà. Je veux dire, ce serait tellement bien. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un écran qui consomme beaucoup, lumineux, etc., on a un petit écran là qui nous dit simplement ça, et ça permet d'économiser de l'énergie, et de pouvoir même le recharger en même temps sans que la batterie baisse trop. Parce que le GPS, ça consomme beaucoup. On a ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ensuite l'écran qui est en 16/9, bon ça c'est pas très grave, après c'est un petit peu, le marché encore arrive petit à petit au 19/9, mais ça a l'air assez cher le 18/9, donc c'est pas forcément utile. Donc, bon, pour moi, c'est pas quelque chose d'incroyable. Il y a aussi une petite chose, alors Flyme commence à s'améliorer l'intégration des Google Applications, donc forcément ce qui va avec la partie logicielle, donc les touches de navigation. Donc ça pour ceux qui préfèrent, au moins ils ont le choix.
donc soit de l'activer ou non. Vous avez une petite chose, alors Flyme est actuellement 7.0, il faut voir comment ça va évoluer par rapport à ça, donc il y a au moins déjà une mise à jour qui a réglé pas mal de choses. Flyme s'européanise de plus en plus, on a quelque chose qui est assez léger mais assez sympa, ça devient de moins en moins spécial à utiliser, pas comme Flyme 4 qui était vraiment trop spécial et trop chelou et pas ergonomique. Il y a eu des grosses améliorations, Flyme ici c'est agréable à utiliser, je l'utilise quasiment quotidiennement avec le Pro 6 Plus que j'ai. Et je m'en ai accommode tout à fait. Après, je suis assez souple là-dessus. Je peux très vite m'adapter aux surcouches, mais néanmoins, je trouve qu'elle est assez bien pensée aujourd'hui. Ce qui est en plus, c'est qu'on peut gérer le multitâche comme on le veut. Donc là, par exemple, je suis sur le multitâche pas Apple, mais le multitâche classique. Donc en plus de ça, on a la gestion de la mémoire. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu mal foutu. Pour le refaire. Donc ici, par exemple, en fait, vous pouvez s'y appuyer ici. Parce que ça fait pas comme Google, il faut appuyer ici pour avoir le choix de le verrouiller, donc c'est-à-dire qu'il va toujours resté ouvert, qu'il soit secret, c'est-à-dire qu'il ne va pas se montrer, pour ceux qui veulent que même dans le multitâche ça ne se voit pas, et le multitâche, enfin le multifenêtre. D'ailleurs il s'est pas mis, hop, ici donc, multi, et donc après on choisit son autre application ici, donc c'est vraiment en mode dédié, donc par exemple ici JVC, et ce qui se passe, donc si je reviens comme cela, sous Google, en fait, l'application qui est accrochée en haut, elle va revenir en haut, et si on reprend une autre application, elle va redescendre. Ici, si je lance une nouvelle application, eh ben, c'est l'application nouvelle qui se lance. Mais le multitâche, lui, enfin le multifenêtre, lui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il reste en multitâche, et on voit les deux applications ici. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas switcher d'application pendant ça, en fait. Et je trouve ça très dommage. On est vraiment bloqué. Donc, c'est-à-dire, après, il va falloir faire comme ça, pour revenir comme ça, pour le refaire. C'est un peu lourd, c'est mal intégré, c'est pas encore parfait. Donc, j'espère que ça s'est vu à la caméra, je ne suis pas sûr. Mais en gros, voilà, c'est mal pensé et c'est pas très agréable. Donc, il y a encore des efforts à faire pour Flyme, mais il y a eu déjà des gros efforts. Rien que déjà de mettre Google, c'est déjà pour eux, je pense, un très gros effort. Mais donc voilà, c'est en gros, pour terminer un peu, pour pas être trop long, c'est un smartphone que je trouve vraiment très sympa. Pour moi, c'est un petit coup de cœur parce que j'adore tout ce qui est audio. Avec des défauts pour moi je peux m'y accommoder. Dans le sens, pour moi, les plus gros défauts, c'est pour moi pas de port SD. Pas de port SD pour un smartphone audiophile, je ne comprends pas. Il y a eu le Pro 5, le Pro 6 l'a pas eu, le Pro 6 Plus non plus. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Dans le sens où les gens utilisent du FLAC pour les audiophiles, ils utilisent du FLAC, voire même plus, où ils ont une grosse bibliothèque. Genre, comme moi, j'ai 20 Go sur Deezer, j'essaie de remettre un petit peu de ce que j'avais sur mes cartes SD, parce que de toute façon, c'est en train de disparaître aussi. J'ai de moins en moins de smartphones qui sont avec des ports SD, donc ça devient chiant. Et ce qui fait que, bah voilà, si on a une bibliothèque, etc., on est obligé de tout transférer à la main, donc c'est chiant, enfin, devoir passer par le PC ou avoir une sauvegarde, etc., et surtout, bah voilà, on a le port SD, on aimerait bien avoir une extension de mémoire, voilà, rapide, simple, efficace, qui sert justement juste pour les médias. Et non, malheureusement, ils l'ont pas intégré, et ça m'emmerde un peu, très honnêtement. Et l'autre chose, donc, comme je vous l'ai montré, c'est l'appareil photo qui, avec le mode pro, on peut se démerder pour faire des bonnes photos, donc surtout sur une pause longue, en fait, jusqu'à 1 seconde à peu près, ça reste assez stable, pour faire des photos qui sont bien lumineuses et qui récupèrent pas mal de détails. Et qui font penser un peu à du S7, mais quand même moins bien, parce qu'il y a tout un lissage du côté de Samsung et toute une gestion de logiciel qui est excellente, que n'a pas encore Meizu. Néanmoins, il y a une grosse amélioration, il faut être très honnête. Même sur un milieu de gamme, ils ont refait des efforts, c'est pas ce que proposera d'autres appareils de même prix, hein, ça il faut être clair là-dessus, parce que c'est aussi un smartphone qui a une puce son qui coûte un peu plus cher que les autres concurrents. Forcément, ça a un impact sur le prix, et ça a un impact sur la photo que Meizu maîtrise pas forcément très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je disais, c'est que quand on prend une photo et que ça devient un peu flou parce qu'on a légèrement bougé, c'est que chez eux que j'ai ce problème-là, quoi. Je veux dire, même le Echo que j'ai, le Echo, qui est très sale d'ailleurs, le Echo Horizon n'a pas ce problème. Pourtant, c'est pas extraordinaire en photo, il a pas un module, il a un IMX 258, donc assez basique. Pourtant, il prendra des photos qui seront toujours nettes dans les situations de plein jour. Parce que on est en situation de plein jour. Meizu, je sais pas comment ils font pour arriver à faire des photos floues en plein jour. C'est une énigme. Qui ne faisait pas avant d'ailleurs. Avant le Pro 6 et même le MX6, j'avais pas trop ce problème. C'est avec le Pro 6 Plus que j'ai eu ce problème. C'est avec celui-là. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait, mais ce qui fait que c'est très chiant en fait parce que ça donne des points en moins en fait pour moi là-dessus. Parce qu'il peut faire de très bonnes photos, mais pourquoi il fait des photos floues ? Aucune idée.
Je sais pas comment ils font leur compte. Donc là-dessus, voilà, il faut faire attention, l'appareil photo, il peut être capricieux en gros. Mais sinon, tout le reste est excellent. Que ce soit les finitions, que ce soit l'écran, que ce soit la puce audio, comme j'ai dit, la recharge rapide qui est correcte, que ce soit l'écran, même niveau logiciel, c'est très stable. Donc il n'y a pas de souci en plus là-dessus. Le suivi n'est pas extraordinaire non plus chez Meizu, enfin c'est particulier, mais je pense qu'ils vont s'améliorer. Donc voilà. Je mets un tout dernier point qui va être pour le Pro 7 Plus. Le Pro 7 Plus, il a un UX30, qui est plus performant, certes, mais qui a fait un énorme bid. Dans le sens où, en fait, il n'y a que le Pro 7 Plus qui l'a actuellement sur le marché. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du suivi Android. Parce que pour le suivi Android, il faut que ce soit Mediatek qui balance les drivers. Comme Meizu est le seul à avoir balancé un X30 sur le marché, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas du tout, il va falloir vérifier ça. Mais j'ai bien peur que lui reste sur une version 7.0, qui reste très correcte, et 8.0 ne change pas grand-chose. Mais je pense qu'on aura droit à une version ultérieure d'Android sur celui-là qu'on n'aura pas sur le Pro 7 Plus. Ou alors si Mediatek va assumer ou brade CX30 à ses partenaires classiques, parce qu'il est trop cher pour des partenaires classiques. Ça sera pour peut-être un autre live qui arrivera, peut-être dimanche pour ça. Mais il faut faire attention parce que je ne sais pas quoi me penser de ça. Alors oui, blablabla, Mediatek mise à jour. C'est pas parce que c'est Mediatek qu'il n'y a pas de mise à jour. Un Oukitel U7 Plus a eu donc Android 7 en mars. Donc le truc qui coûte 30 balles, donc c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est les constructeurs qui s'en battent un peu les couilles aussi. Bon, ils sont un peu en retard Mediatek, mais c'est possible, ça peut être mis à jour. Là, le X30, j'ai des gros doutes. Donc là-dessus, si vous voulez jouer la sécurité, enfin si vous aimez le suivi, les suivis Android, Meizu n'est pas extraordinaire là-dessus, mais il s'améliore là-dessus. Mais attention au Pro 7 Plus, je ne sais pas à quoi s'attendre là-dessus. Donc je préfère vous prévenir si jamais vous voulez aller sur le Pro 7 Plus. Donc voilà un petit peu pour ça. Après, toute dernière chose aussi encore, il coûte 450 € en France. Si vous allez du côté de l'import, ce sera forcément un peu moins. Par contre, vous serez sur une ROM chinoise, vous n'aurez pas de garantie France, forcément. Donc la garantie en France, que ce soit le retour ou que ce soit pour les problèmes de panne, etc., c'est toujours mieux. Elle sera moins cher, mais à vous de voir après, donc ça dépend de ce que vous êtes prêt à mettre comme prix. Mais voilà, le Pro 7, pour moi, c'est quand même un smartphone qui est très sympathique, je trouve, qui est pas exempt des défauts, mais qui pour moi est un petit coup de cœur parce que j'adore tout ce qui est dans la partie audio. Voilà un petit peu, c'est une grosse conclusion que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à passer par le lien pour commander. Vous avez une petite enceinte très sympa d'ailleurs pour ceux qui veulent acheter de chez Meizu aussi, le Meizu A20 que j'ai chez moi et qu'il faudrait que je teste un jour, enfin que je mette en test en vidéo parce qu'elle est vraiment sympa, elle a un bon son. Donc ça c'est toujours ça de prix. Et bon alors là c'est pas un lien affilié pour le coup, c'est un lien totalement random, mais après si vous voulez commander sur Amazon, Gearbest, etc., n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont dans mes autres vidéos et tout simplement comme ça me fait un petit revenu, donc comme d'habitude. Et si vous avez des questions sur l'appareil, un commentaire, un avis, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires YouTube, sur Twitter aussi. Et aussi, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, etc., n'hésitez pas à partager, à liker, etc., pour que ce soit vu tout simplement, et que la chaîne grossisse. Voilà, j'aime pas dire ça, mais voilà, faut le dire. Voilà, tout simplement. J'ai beaucoup de voilà, hein. Et voilà. Bref, bon, maintenant j'y vais. Sur ce, merci à tous, et à bientôt pour un prochain test sur Technoid.